Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de Giotto Bizzarini. Giotto Bizzarini est né le 6 juin 1926 à Quercinella, une commune de la ville de Livorno en Italie. Il est né dans une famille plutôt aisée puisque le travail de son père en tant qu'agriculteur était très rentable. De son côté, il se tournera vers des études d'ingénieur à l'université de Pise, mais à cause de la Seconde Guerre mondiale, il devra attendre 14 années avant de pouvoir terminer ses études. En 1953, il ressort de l'université avec un diplôme d'ingénieur mécanique. Après s'être marié avec sa femme Rosanna, il réalisera un stage à l'université dans l'Institut des machines, puis il réalise un autre stage chez Otto Mellaria. Il finit par obtenir un emploi chez Alfa Romeo grâce à la société Otto Mellaria qui travaillait en partenariat avec eux, et également grâce à son grand-père qui travaillait souvent pour Alfa Romeo. Il travaillera donc en tant que pilote d'essai de monoplace et aidera à concevoir le châssis de l'Alfa Romeo Giulietta. Son travail chez Alfa Romeo lui aura aussi permis de découvrir que le moteur n'est pas le seul élément principal d'une voiture et qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte comme la conception du châssis ou l'aérodynamisme. Parallèlement à son travail, Giotto Bizzarini décidera de créer sa propre voiture en se basant sur une Fiat 500 Topolino. C'est lors d'un trajet à bord de cette voiture, en passant par Maranello, qu'il croise par hasard Enzo Ferrari, qui était juste à l'entrée de son usine. Il lui demandera alors où est-ce qu'il allait comme ça avec cette voiture, et Bizzarini lui répondra qu'il allait vers Quercinella en passant par des routes de montagne. Enzo Ferrari ne répondit rien et laissa Giotto Bizzarini repartir. Après cette première rencontre, Enzo Ferrari et Giotto Bizzarini se recroiseront plusieurs fois, et Enzo Ferrari lui fera même visiter son usine et l'engagera en tant que pilote d'essai. Et c'est à ce moment-là qu'il lui racontera ses premières impressions lorsqu'il le rencontra pour la toute première fois, et il va aussi lui expliquer pourquoi il l'a engagé. Et Ferrari m'a fait à moi. Oui. Vous rappelez quand vous êtes passé d'ici et vous êtes allé à Betone, Quercinella, Livorno? Avec la petite voiture. Moi, j'ai dit, peut-être n'est pas trop intelligent, mais il devra être très, très courageux. Très courageux pour aller avec la Topolino, aller à Livorno et traverser les montagnes. Et c'est pour ça qu'il m'a pris à Ferrari. Giotto Bizzarini travaillera sur plusieurs modèles Ferrari. En effet, il va travailler sur la 250 Testarossa, la 250 SWB, la 250 GT California Spider, la 250 GT Elena et également sur la Ferrari 250 GTO. Pour le cas de cette dernière, il utilisera une Ferrari d'occasion qu'Enzo Ferrari lui avait donnée pour son usage personnel. Il va la démonter complètement pour l'équiper d'un moteur de 250 Testarossa, afin de créer le tout premier prototype de la Ferrari 250 GTO. Après plusieurs mois de conception, l'auto fera parler d'elle lorsque Giotto Bizzarini l'emmènera sur le circuit de Monza, où elle effectuera le tour du circuit en 6 secondes. La 250 GTO était donc plus rapide que les Formule 1 de l'époque. Par la suite, Giotto Bizzarini travaillera sur le projet d'une petite Ferrari, qui devait compléter la gamme Ferrari vers le bas, afin de concurrencer sur les secteurs des petites sportives. Ferrari demandera donc à Bizzarini de concevoir un châssis tubulaire similaire à celui des Ferrari 250. Plusieurs personnes travailleront sur ce projet, comme Franco Rocci et Luigi Bazzi, qui s'occuperont de la partie moteur, et Giorgetto Giugiaro, lui, sera appelé pour le design. Mais finalement, Enzo Ferrari changera d'avis et ne vendra pas l'auto sous la marque Ferrari, de peur de vexer les vieux clients adeptes des V12. Le projet sera donc revendu à la société ASA, qui la produira en série. Au début des années 60, Giotto Bizzarini finira par obtenir un poste d'ingénieur en chef chez Ferrari. Mais en 1961, il écrira une lettre de contestation à Enzo Ferrari avec d'autres ingénieurs Ferrari en lui reprochant de mal gérer la société. Giotto Bizzarini finit alors par démissionner comme ses collègues, au grand regret d'Enzo Ferrari qui tentera de le récupérer. Après avoir quitté Ferrari, Giotto Bizzarini travaillera avec Carlo Chitti sur des projets de Formule 1 en créant la marque ATS.
Parallèlement à ça, le comte Giovanni Volpi lui demandera de lui fabriquer une Ferrari 250 spéciale avec les caractéristiques d'une Ferrari 250 GTO, ce qui ne plaira pas à Enzo Ferrari qui voyait cette voiture comme une copie de la GTO. Cette drôle de Ferrari sera surnommée Bread Van par un journaliste qui trouvait qu'elle ressemblait à un break de boulanger, et finalement cette auto prendra ce surnom de Bread Van. L'auto aura le droit à un petit palmarès durant les années 60 puisqu'elle gagnera plusieurs victoires en compétition. En avril 1962, Giotto Bizzarini décide de prendre son indépendance et fonde sa propre société, Autostar. Il arrive rapidement à obtenir un premier client, un certain Ferruccio Lamborghini, qui souhaitait avoir un moteur qui soit plus puissant que celui de la Ferrari 250. Ferruccio Lamborghini ira même jusqu'à lui donner une prime pour chaque cheval supplémentaire qui soit développé sur ce moteur par rapport au V12 Ferrari. Giotto Bizzarini réussira donc à créer un moteur qui soit supérieur au V12 Ferrari, un moteur de 3,5 litres, 370 chevaux qui pouvait atteindre 9800 tours minute. Sauf que Ferruccio Lamborghini souhaitait pouvoir utiliser ce moteur aussi bien à une vitesse élevée qu'à une vitesse faible, et il fallait qu'il soit fiable aussi, ce qui ne correspondait pas du tout à ce que Bizzarini avait réalisé. Ce dernier argumentera sur le fait qu'il voulait juste un moteur puissant, et c'est vrai, puisque Ferruccio Lamborghini l'avait payé sur ça. Ce V12 sera donc revu par Dallara qui le refiabilisera en renvoyant sa puissance à la baisse et par la suite il sera équipé sur la toute première Lamborghini, la 350 GT. Ce moteur sera utilisé sur beaucoup de Lamborghini et ne disparaîtra qu'en 2010. Alors anecdote incroyable, Giotto Bizzarini avouera bien plus tard que ce V12 Lamborghini était en réalité un V12 Ferrari qu'il avait modifié. Après son travail chez Lamborghini, Giotto Bizzarini sera engagé par Renzo Rivolta pour concevoir des voitures de sport pour sa marque qu'il venait tout juste de créer. Il participera donc à la conception de l'Iso Rivolta IR300, une voiture italienne avec un moteur Chevrolet qui s'inspire directement d'une Gordon Kibble GT qu'ils testeront sur circuit. Il travaillera également sur l'Iso Grifo A3L, mais selon Bizzarini, il manquait une version de compétition dans cette gamme. Il convaincra donc Renzo Rivolta de créer une version plus sportive de l'Iso Grifo A3L. Ce dernier accepta et Giotto Bizzarini se lancera donc dans la conception de la voiture. L'auto est entièrement repensée sur le point de vue de l'aérodynamisme avec des tests en soufflerie. Le moteur, lui, est placé en position centrale avant et il va également travailler sur la légèreté en utilisant du duralium pour la carrosserie. Le duralium, c'est quoi? C'est un alliage d'aluminium, de cuivre et de magnésium. De ce fait, l'auto est très légère et ne pèse que 969 kg. Son moteur d'origine Chevrolet est très puissant, il peut développer 405 chevaux pour 304 km/h en vitesse de pointe. L'auto sera nommée Iso Grifo A3C et deux versions seront proposées. La version Strada, destinée pour la route, et la version Corsa, destinée pour la course. La différence entre ces deux versions est très minime. En effet, la version Corsa est juste une Strada qui dispose de quelques équipements en plus, avec des freins à disque plus gros, des jantes spécifiques, un plus gros réservoir d'essence, un collecteur d'émission, 4 carburateurs Weber 58 et une vitre arrière en plexiglas. La version Strada, de son côté, est plus lourde, avec 1250 kg à vide, et dispose d'un moteur de 304 chevaux. L'auto sera donc produite en série et sera engagée en compétition. Bien que la 3C impressionne beaucoup pour ses performances, elle ne gagnera aucune course. Cependant, elle obtiendra quand même une bonne position aux 24 heures de Mans de 1965 où elle finit à la 9e place, grâce à une nouvelle carrosserie en fibre de verre. Giotto Bizzarini travaillera également sur des projets de Formule 1 pour d'autres marques et construira des Spider pour la Scuderia Filippinetti. Malheureusement, les relations entre Renzo Rivolta et Giotto Bizzarini n'étaient plus aussi bonnes qu'avant, et Renzo Rivolta ne voulait plus de la 3C dans sa gamme, de peur qu'elle fasse de l'ombre à la 3L. Il ne voulait pas non plus participer en compétition, et laissa Giotto Bizzarini, avec cette voiture, faire ce qu'il voulait avec. Giotto Bizzarini décide donc de créer sa propre marque dans la ville de Livorno, et l'auto est renommée Bizzarini Grifo 5300. La Cour de justice italienne avait considéré que le nom Grifo appartenait autant à Bizzarini qu'à Isomotor. Et ils arriveront à trouver un accord vis-à-vis de ça. Les deux marques pouvaient donc utiliser le même nom.
L'auto recevra quelques améliorations par rapport à l'A3C avec l'ajout de prises d'air plus petites, une vitre arrière plus grande et une carrosserie plus lisse car celle de l'A3C était parsemée de petits rivets qui servaient à fixer la carrosserie en duralium, ce que la Bizzarrini 5300 GT n'a pas. La version de base avait un V8 Chevrolet de 365 chevaux, tandis que la version Super Sport disposait d'un V8 Chevrolet de 425 chevaux. En mars 1966, Bizzarrini présente deux nouveaux modèles avec la Bizzarrini Grifo 5300 Spider qui est une version découvrable et la Bizzarrini GT America qui est une version allégée de 50 kg grâce à une carrosserie en plastique et disposant du moteur de 425 chevaux. Parallèlement à ça, Giotto Bizzarrini concevra la Bizzarrini P538, une voiture destinée à la compétition. Malheureusement, l'auto ne connaîtra aucun succès en course durant l'année 1966 et sera exclue de la compétition en 1967 suite à un changement de règle. Les ventes de la nouvelle 5300 GT n'étaient en réalité pas suffisantes pour la marque et il fallait proposer un nouveau modèle moins cher à l'achat. Ce modèle, c'est la Bizzarrini 1900 GT Europa. Sur le point de vue du style, la 1900 GT reprend le même design que la 5300 GT. L'Europa est juste une version plus petite de la 5300 GT. Elle dispose également d'une carrosserie en fibre de verre réalisée par Vincenzo Catarsi. Pour ce qui est du moteur, si à la base c'est le moteur de la Fiat 1500 qui sera utilisé, finalement Bizzarrini opteront pour celui de l'Opel GT, un 4 cylindres 1897 cm3 de 110 chevaux pour 201 km/h en vitesse de pointe. L'auto était également équipée d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque à double circuit de freinage, ce qui était très moderne pour une voiture de route. Malheureusement, Bizzarrini n'ont pas réussi à maintenir un prix d'achat attractif, par conséquent l'auto était beaucoup trop chère pour ce qu'elle proposait et seuls 12 exemplaires seront produits de 1966 à 1969. Les nouveaux actionnaires de la marque demandèrent alors à Giotto Bizzarrini de concevoir une version 4 places de la 5300 GT. L'auto sera présentée au salon de Turin de 1968 sous le nom de Bizzarrini GT America 2+2. Durant ce salon de Turin, Bizzarrini présenteront également d'autres modèles, avec la Bizzarrini Manta, designée par Italdesign, ainsi qu'une P538 spéciale destinée au duc d'Aoste. Bien entendu, les modèles classiques de la marque seront également présentés à ce salon. Malheureusement, Giotto Bizzarrini a été victime des magouilles de ses investisseurs, qui ont profité des actions qu'ils possédaient dans la marque pour effectuer des crédits. Ajoutez à cela le fait que Giotto Bizzarrini était un très mauvais commercial, car il était plus doué pour concevoir des voitures que pour les vendre, et on arrive à une situation qui est compliquée pour Bizzarrini. Alors oui, des investisseurs tenteront de relancer la marque en excluant son créateur, mais ces derniers n'y arriveront pas, et la société tombera en faillite en fin d'année 1969. Au total, Bizzarrini aura produit 143 5300 GT, dont 22 modèles vendus sous le nom d'ISO Grifo A3C, 12 900 GT Europa, 2 P538 et le prototype de la GT America 2+2 qui a été vendu tel quel à un client et homologué sur route. Peu de temps après la faillite de sa marque, Giotto Bizzarrini sera engagé par AMC en tant que consultant, mais il ne gardera pas ce statut très longtemps. En effet, AMC souhaitait produire une voiture de sport en série pour concurrencer les voitures de sport européennes vendues sur le sol américain. Ils vont donc se baser sur l'AMX pour créer ce nouveau modèle designé par Bob Nixon et présenté en 1969 au salon de Chicago sous le nom de AMX2. Mais cette auto n'était qu'un concept car, qui n'était donc pas roulant. Et c'est là que Giotto Bizzarrini entre en scène. Il devra créer une version de route à partir de ce concept car. La voiture reçoit donc un châssis semi-monocoque, une suspension indépendante aux 4 roues et un aileron arrière repliable électriquement. Pour le moteur, c'est un V8 AMC de 340 chevaux qui sera utilisé et placé en position centrale arrière. La boîte de vitesse sera réalisée par Salvatore Diamante et l'auto sera testée par BMW. Mais BMW vont considérer que le prototype n'était pas très stable. Le moteur surchauffait, la suspension n'était pas au point, sans oublier que l'auto n'avait pas les performances qu'AMC souhaitait. La voiture sera donc réenvoyée chez Bizzarrini qui réglera tous les problèmes. Le moteur est désormais plus performant et pouvait atteindre la vitesse maximale de 274 km/h. L'auto est donc présentée au salon de New York de 1970 sous le nom d'AMC AMX3 et elle sera produite en pré-série peu de temps après. Alors que la production venait tout juste de débuter, AMC se rend compte qu'il y a eu quelques imprévus qui sont arrivés entre-temps.
En effet, après avoir refait leurs calculs, AMC se rend compte qu'ils vont vendre l'auto à un prix supérieur à ce qu'ils avaient prévu à la base. Ils n'étaient donc pas sûrs de réussir à en produire 5000 par an, ce qui était leur objectif. Et cerise sur le gâteau, la législation a changé. Les pare-chocs sont désormais obligatoires sur les voitures. Le problème, c'est que la MX3 n'en avait pas. L'autre problème, c'est que AMC devait produire la voiture immédiatement. Ils avaient injecté de l'argent sur le projet, il n'y avait donc pas la possibilité de revenir en arrière. Parce que pour mettre des pare-chocs, forcément, il fallait remettre de l'argent sur la table. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas possible. Donc AMC annulera le projet. Giotto Bizzarini proposera à AMC de reprendre la voiture pour la produire en série sous le nom de Bizzarini Cibola. AMC accepte la proposition mais fixe 2 conditions. La première, c'est que Bizzarini devra produire 30 modèles, et sur ces 30 modèles, 10 devront être exportés aux États-Unis. Finalement, Giotto Bizzarini refusera la proposition. On ne sait pas trop vraiment pourquoi, mais je pense que les conditions d'AMC étaient trop contraignantes. Les 5 AMC AMX3 construites seront donc vendues à des clients. Tant qu'au prototype de la Bizzarini Ciabola, il sera repris par Salvatore Diamante qui le gardera. Et les 3 derniers châssis seront revendus tels quels. Le châssis 7 sera construit dans le style de l'AMX3, tandis que les 2 autres châssis seront utilisés pour créer d'autres voitures. En 1972, Giotto Bizzarini obtient un emploi en tant que professeur technique à l'université de Pise. Il travaillera également pour l'université de Florence. Des années plus tard, en 1993, Barry Watkins convaincra Giotto Bizzarini de lui construire une voiture, avec l'intention de la produire en série. L'auto sera dessinée par son fils, Giuseppe Bizzarini, et elle sera conçue sur ordinateur. L'auto se basait sur une Ferrari Testarossa en reprenant son moteur avec une carrosserie en Kevlar. Mais la Bizzarini BZ 2001 fut trop coûteuse pour être produite de manière rentable, et Barry Watkins se retirera donc du projet. Giotto et Giuseppe Bizzarini tenteront de produire la voiture en série, mais ils n'y arriveront jamais, et la voiture sera juste homologuée sur route et vendue telle qu'elle. D'autres prototypes de la marque seront réalisés par la suite, mais aucun d'entre eux ne fut produit en série. À la fin des années 90, Giotto Bizzarini travaillera avec Piccio pour créer une voiture de compétition, la Piccio SR2. Giotto Bizzarini finira par prendre sa retraite dans les années 2000 et passera son temps à bricoler dans ses ateliers sous le regard amusé de certains enfants du quartier qui venaient voir ses travaux. Giotto Bizzarini était toujours très en avance sur son temps et portait déjà de l'importance à la sécurité dans les voitures qu'il concevait, et ça dès les années 60, et il utilisera rapidement l'informatique pour concevoir ses véhicules dans les années 90. Bizzarini aimait travailler en solo, mais il est toujours resté très modeste vis-à-vis de son travail, et il a toujours refusé d'être considéré comme le créateur de la Ferrari 250 GTO, considérant qu'il avait juste créé le prototype. Lors de certaines interviews, il se décrivait comme quelqu'un de travailleur, avec certes un mauvais caractère. Il restait quand même très apprécié, notamment par ses élèves, lorsqu'il était professeur à l'université. En 2022, une société obtiendra les droits de la marque Bizzarini afin de remettre la 5300 GT en série. Un an plus tard, le 13 mai 2023, Giotto Bizzarini décède à l'âge de 96 ans. Voilà, la vidéo est désormais terminée, alors merci de l'avoir regardée, j'espère que ça vous a plu, Je souhaitais parler de cet ingénieur, du fait qu'il était décédé assez récemment, et aussi du fait qu'il a eu beaucoup d'importance dans l'histoire de l'automobile. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire également, et sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!